Yonne-et-Lèze est une large dépression située au cœur des monts d'Arrée en Bretagne, ancienne zone de marécage qui alimentait les légendes et fournissait une source de revenus non négligeable avec la tourbe. Le Yonne-et-Lèze est depuis les années 30 largement occupé par le lac artificiel de Saint-Michel, créé pour alimenter une centrale électrique. Zone naturelle classée, mais où le tourisme est encore peu développé. Les croyances ont probablement trouvé corps grâce aux phénomènes naturels constatés par les anciens, feux follets, feux de tourbe spontanés provoqués en fait par la foudre qui mettait le feu à la végétation recouvrant la tourbe durant plusieurs mois et que seul un épisode pluvieux important parvenait à éteindre. En 1917, par exemple, une énorme étendue du Marais fut la proie des flammes, ou plus récemment en 1968. Les ornithologues soupçonnent que les légendes concernant les hurlements sortant des portes de l'enfer situées dans le Yonne-et-Lèze s'expliqueraient par la présence à l'époque de Butor. Cet oiseau de la famille des hérons a un chant particulièrement sonore de cornes de brume à l'époque de la reproduction, et sa présence est attestée dans le Finistère au XIXe siècle. Ce sombre marécage désolant et inquiétant alimente les nombreuses autres légendes concernant le Yonne-et-Lèze et les montagnes qui l'entourent. Le célèbre conteur Patrick Even, qui réside non loin de là, est toujours ravi de vous raconter ce pays magique. Selon la tradition, l'Ankou, faucheur de vie, rôde, et la plupart des vieilles personnes de la région étaient encore récemment terrorisées lorsqu'elles entendaient le grincement caractéristique des roues de sa charrette et le bruit des chaînes annonciateur d'un décès imminent dans une maison du Moyen-Âge. Dès la fin du XIXe siècle, Anatole Lebras, célèbre écrivain, avait collecté des récits légendaires. En voici un exemple puisé dans un livre de cet auteur. Ludique, petite bouillie, est une de ces appellations qui rendent à merveille la chose qu'elle désigne. À mesure que nous approchons de ce point du marais, le terrain se fait de moins en moins solide sous nos pieds. Les couches du détritus végétal sont, dans cette partie, encore tout imprégnées d'eau. Nous y enfonçons parfois jusqu'à mi-jambe. Après bien des tours et des détours, nous arrivons au cœur du Yonne. Là s'étale une flaque verdâtre d'un abord dangereux et de mine traîtresse. C'est la porte des ténèbres, le vestibule sinistre, le trou béant où l'on précipite les conjurés. Dès qu'on les y a lancés, il faut se coucher à plat ventre sur le sol et se boucher fortement les oreilles, car un tremblement formidable secoue aussitôt les entrailles du marais et d'horribles clameurs déchirent les airs. On attend, avant de se remettre en route, que le sabbat ait pris fin, puis on se sauve au plus vite en se donnant bien garde de tourner la tête pour regarder derrière soi. Malheur à qui enfreindrait cette règle, des bras invisibles s'attacheraient à lui et l'attireraient dans les profondeurs invisibles. De même, si en traversant le Yonne, vous voyez bouillir l'eau du Ludique, hâtez-vous de fuir sans chercher à ce que cela peut être. Les impudents qui se sont laissés aller à un mouvement de curiosité en ont été cruellement punis. On n'a pas plus entendu parler d'eux. Il n'est pas rare que le silence de la nuit soit troublé par les aboiements furieux. Comme des chiens qui s'entre-déchirent, c'est la meute des conjurés qui en fait des siennes. Mais alors, au-dessus de la chapelle Saint-Michel qui couronne le mont, une lumière subsiste resplendit. Et on voit apparaître dans cette auréole la forme gigantesque de l'archange exterminateur. Il abaisse son glaive vers le Yonne et tout rentre dans l'ordre. La profondeur du Yudik atteignait 2,5 mètres et plus d'un animal égaré ou même d'un berger y a disparu enlisé.
Jacques Cambry avait noté à la fin du XVIIIe siècle: les vents du sud-ouest, les vents du nord sont terribles sur ces montagnes. Les gelées y sont fortes. Dans l'hiver de 88 à 89, au XVIIIe siècle, la neige s'enleva à plus de 10 pieds dans les vallons. On fut 7 semaines sans pouvoir mettre les animaux dans les champs. Les loups ont été nombreux jusqu'au milieu du XIXe siècle, les derniers étant tués en 1884 au clos de Saint-Égonec et en 1895 à Pancran. La tradition rapporte que le dernier loup vivant fut aperçu en 1906 dans les monts d'Arrée, entre Brasparts et Loquefrette. Encore n'avait-il que 3 pattes, un piège ayant sectionné la patte manquante. Le géographe Emmanuel de Martonne écrit en 1906: on peut en errer pendant des heures aux environs du pic de Saint-Michel de Brasparts, au milieu de brouillards pénétrants, sans avoir trace de la présence de l'homme. En 1790, une pétition d'habitants du Léon en faveur du choix de Landerneau comme préfecture du Finistère dresse ce tableau sinistre de l'insécurité sévissant alors dans les monts d'Arrée. Personne n'ignore que pour se rendre à Quimper, il faut faire un circuit très considérable pour éviter les montagnes d'Arrée, impraticables dans le temps indiqué pour la session des assemblées du département, et qui, dans toutes les saisons, offrent les dangers les plus effrayants. La liste des personnes qui périssent tous les ans dans les neiges en traversant les montagnes, ou qui, échappées aux voleurs, deviennent la proie des bêtes féroces, présente une image affligeante. Faudra-t-il que 300 000 habitants du Léon aillent en chercher 200 000, perdus en quelque sorte au milieu des montagnes et des bois infestés de brigands? Faudra-t-il que le grand nombre, rassemblé dans un évêché moins étendu mais fertile, soit attiré au loin par le petit nombre? Le curé de Comana a écrit en 1772: dans l'Arrée, les terres incultes couvrent une superficie de plus de 20 lieues carrées. On y sème cependant quelquefois du seigle et du genêt, mais si rarement que les meilleurs terrains de la montagne sont à peine cultivés, une fois tous les 30 ou 40 ans. Les clôtures que l'on fait pour cette culture passagère ne durèrent que 3 ans, après quoi elles sont rasées et le terrain devient commun et abandonné comme auparavant. C'est une lettre du curé de Comana au contrôleur général en 1772. Xavier Graal, dans Les Vents Mondits, disait: j'aimerais vous montrer les monts chauves de l'Arrée, les sentiers blancs qui conduisent à des manoirs poignardés, les chemins qui s'enroulent autour des hameaux bleus. C'est un pays de brume et de vent en bataille, avec des toponymes aussi fluides que des ondées, aussi sonores que des gonds. Anatole Lebras reprenait, dans la légende de la mort chez les Bretons armoricains: ces montagnes qui n'en sont plus se souviennent de l'avoir été. Jusque dans leur médiocrité présente, elles gardent un je ne sais quoi de fier et de merveilleux qui ne permet point de les ravaler au rang de simples collines. Vous êtes ici, au balcon de l'Occident.